Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Microscope. Les élections législatives du 2 juillet prochain continuent de susciter la polémique, mais aussi de la controverse, voire même de l'incompréhension chez nombre d'observateurs politiques. L'Autorité nationale indépendante des élections, ce qu'on appelle l'ANI, principal organe chargé de filtrage des candidatures, a rendu public avant-hier son bilan préliminaire. Seules 77 listes de candidatures réunissant 6 994 candidats ont été validées à travers le territoire national, sachant que le nombre initial de ces listes était de 788, totalisant un peu plus de 10 000 postulants. Ainsi, 30% des listes représentant 3 174 postulants ont été rejetés. Selon ce même bilan toujours, ce rejet concerne 31 listes, dont 16 ne respectaient pas le nombre légalement requis de formulaires de signature individuelle, conformément à l'article 202 de la loi organique relative au régime électoral, c'est ce qu'a dit l'ANI. Mais les partis et les indépendants continuent de dénoncer une application orientée politiquement de l'article 200 dans son alinéa 7 de la loi électorale. À partir de l'année, de son bilan et de ce que cache politiquement cette opération de filtrage des candidatures, nous tenterons d'amorcer le débat ce soir avec nos invités. À tout de suite. Pour en parler ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Maître Aïssa Rahmoun, avocat et militant politique. Maître Aïssa Rahmoun, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Adel, merci pour l'invitation. Bonsoir c'est Mohamed et aux téléspectateurs qui actuellement partagent avec nous ces échanges. Merci. Et par Zoom depuis Alger, nous accueillons le journaliste Mohamed Iwan Nouran. Mohamed, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Adel, bonsoir Aïssa. Merci. Aïssa Rahmoun, c'est le bilan de l'année, 77 listes qui ont été retenues. En tout cas, c'est le premier bilan, ce n'est pas le bilan définitif, puisque les listes définitives ils seront arrêtées le 6 de ce mois, c'est-à-dire ce samedi à minuit. 77 listes à travers le territoire national, ce qui fait beaucoup moins de 2 listes dans chaque wilaya. Que se passe-t-il avec cet article 200 dont on parle? Effectivement, moins de 2 listes par wilaya, mais moins de compétition politique. Dans un pays où, en principe, la compétition politique, à travers l'opération de vote, permet le renouvellement des institutions de l'État. Et en l'espèce, c'est l'Assemblée nationale populaire, où des programmes, des candidats vont défiler devant la société pour défendre leurs projets et pouvoir accéder à la législature, qui est une institution et un pouvoir très important dans un État qui fonctionne normalement. Et aujourd'hui, je dirais que ce n'est pas seulement l'ANI qui pose problème ou le fait de retenir 77 listes sur l'ensemble des listes déposées, qui fait effectivement moins de 2 listes souvent par wilaya. Mais je dirais qu'on est à l'avant-veille d'un processus qui a commencé au lendemain de l'élection du président Abdelmadjid Tebboune. Pourquoi ? Parce que si on fait un peu dans la rétrospective, plusieurs lois ont été adoptées. Et ces lois, s'il s'agit d'un arsenal juridique qui met au pas, qui atomise l'action politique, l'implication citoyenne, l'action associative, l'action syndicale, le travail journalistique, la liberté d'expression.
enfin, tout ce qui est représenté, tout ce qui est être censé, tout ce qui est censé représenter une vie, une vitalité d'un pays. Et à travers l'article 200, pourquoi je dis que c'est l'avant-veille, moi je crains très fort que la prochaine Assemblée nationale va ouvrir les mandats pour ainsi fermer, verrouiller à la stalinienne tout le champ politique, toute action militante Nous allons en y soi. arriver, mais tout d'abord, est-ce que ce n'est pas un anéantissement des partis politiques et une humiliation aussi, parce que Pour poser cette question, c'est l'anéantissement des partis politiques. Moi, j'aime pas être pessimiste. Est-ce que ces partis politiques étaient visibles avant, à part quelques-uns qu'on connaît tous et toutes? La question qui se pose, pourquoi ces listes qui ont été rejetées, pourquoi ces partis qui sont atteints par les dispositions de l'article 200 ne font pas un front commun? C'est la question qui se pose. Parce qu'en fin de compte, l'objectif de la classe politique, c'est d'arriver au pouvoir, c'est de légiférer. L'objectif d'un parti politique, de la classe politique, c'est d'arriver à avoir un président, avoir un chef du gouvernement. L'objectif d'un parti politique, c'est de mobiliser autour de ses projets, autour de ses convictions, de ses idéaux et ses programmes, qu'elles soient politiques, sociétales, économiques, culturelles, etc., etc. Donc aujourd'hui, force est de constater que ces partis politiques ne veulent plus travailler ensemble, ne veulent plus faire front commun contre des décisions administratives qui sont arbitraires, contre des décisions anticonstitutionnelles, contre une justice, un tribunal ou des tribunaux administratifs obéissent au doigt et à l'œil aux rapports émis par les services de sécurité. Donc, selon vous, ces rejets sont arbitraires? Tout à fait. Non seulement le texte lui-même est arbitraire. Le Conseil constitutionnel, on a émis des réserves. Le Conseil constitutionnel, au mois de mars 2021, a émis des réserves quant au texte, aux dispositions de l'article 200 de la loi organique relative au régime électoral, en disant que ce texte de loi ne correspond pas à l'esprit et à l'article 34 de la Constitution. Dès lors, pour anéantir ce texte et prononcer son inconstitutionnalité, il y a 5 organes qui peuvent recourir devant la Cour constitutionnelle, qui sont le chef de l'État, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre ou le chef du gouvernement, ça dépend des cas, 25 sénateurs ou 25 ou 40 sénateurs, ou à l'occasion d'une instance pendante, c'est-à-dire devant un tribunal administratif, où le requérant, celui qui introduit un recours devant une décision émise par cette instance, par l'autorité nationale indépendante pour les élections, devait poser une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, et pouvoir par la suite, le Conseil d'État va statuer sur le cas et renvoyer le dossier ou bien la cause devant la Cour constitutionnelle. Cette dernière va prononcer un arrêt, va rendre un arrêt d'inconstitutionnalité de l'article 200. Et à travers ça, un champ juridique et politique pouvait s'offrir à la classe politique. Mais on voit qu'il n'y a pas de front uni des victimes de cette élimination. Parce que dans l'intro, vous avez mentionné un terme qui est très important, c'est celui du filtrage. Et le filtrage, il ne commence pas par le tribunal administratif, il commence déjà par les services de sécurité. Ces derniers, depuis le Hirak de 2019, n'arrêtaient pas de faire leur rapport sur des magistrats, sur des avocats, sur des journalistes, sur des élus, sur des jeunes, sur des poètes, sur des scènes, sur tout le monde. Est-ce qu'ils ne sont pas dans leur rôle, les services de sécurité, quand l'instance, l'autorité nationale indépendante des élections leur demande un rapport sur un citoyen, sur un militant, sur un candidat? Ils font leur rapport. Est-ce qu'ils ne sont pas en quelque sorte dans leur rôle de service de renseignement généraux
Le rôle, en principe, si on était dans un état de droit, les services de sécurité n'est pas d'enquêter sur Adel et ses voisins, n'est pas le fait d'enquêter sur Aïssa et sa cousine et ses neveux. Le rôle des services de sécurité, c'est d'assurer la sécurité, la sérénité dans une société. Après, effectivement, il y a ce genre de travail qui se fait, pas contre les militants, mais pour protéger l'intérêt public, l'ordre public. Et ce que je voulais dire, c'est que l'article 200, il y a déjà une question de pratique. C'est une pratique rodée dans les services de sécurité qui, par zèle et par tradition de travail, c'est devenu un schéma, c'est institutionnalisé et c'est structurel dans leur façon de penser. Et ils détiennent aussi de l'esprit de l'article 200, comme l'article 87 bis, qui sont très élastiques, ce pouvoir de classer qui ils veulent, de filtrer, comme vous l'avez très bien dit, de filtrer les listes, les syndicats, les associations, la presse et les corporations. Merci. Mohamed Diwan Nouran, une lecture sur ce premier bilan en fait, de l'année? Moi, la lecture que je tire de cette première phase préélectorale, la partie validation des candidatures, c'est que ça a mis à nu un petit peu la situation de vide politique qui règne dans le pays. Aujourd'hui, il faut le dire, la responsabilité est partagée. Il y a la loi sur les partis politiques, la loi électorale, tous les derniers textes qui ont été validés par l'ancienne Assemblée, l'Assemblée sortante. Ce sont des lois des plus médiocres qui puissent exister. Quand on oblige, moi je pose la question, les candidats, on leur a demandé un tas de trucs, de pièces pour justifier pour justifier leur situation vis-à-vis des impôts, vis-à-vis du service national, leur nationalité d'origine, etc., mais pas le casier judiciaire. Le dossier de candidature ne contient pas le casier judiciaire. Pour qu'ensuite viennent des enquêtes d'habilitation qui vont déterminer qui est le candidat valable, qui n'est pas valable à la candidature aux élections législatives. C'est une aberration, c'est du jamais vu. Je pense, je ne sais pas du temps déjà de Boumedienne. Est-ce que c'était ça la pratique qui existait ou pas? Mais c'est vraiment une idée. C'est un recul terrible vers le parti unique, ou pire peut-être, c'est la situation de non-parti politique. Parce qu'au moins le parti unique, il avait un ancrage social. Aujourd'hui, il n'y a aucun ancrage, ni pour ceux qui filtrent les candidats, ni pour ceux qui présentent des candidats, ni pour les partis qui vont être certainement, qui vont représenter la majorité par la suite, parce que les partis du pouvoir, le FLN, le RND, ont perdu leur ancrage, ont perdu leur raison d'existence aujourd'hui. Je pense que c'est cette situation-là qui fait qu'aujourd'hui, n'importe quelle initiative qui émane du pouvoir devient automatiquement scandaleuse. Merci Mohamed Diwan Nouran. Avant de revenir vers vous, Maître Aïssa Rahmoun, j'aimerais qu'on regarde ensemble cette vidéo. من بعد نروحوا الاكيد للماده 200 والمطه اللي تثير اكيد كثير من نقاش سيد وزير الداخليه. ما كانش واحد جزائري وما كانش واحد جزائري فيه من الوطنيه يبغي ولا يقبل انه صاحب مال فاسد يمشي يمشي للمؤسسات تاع الدوله. ما كانش اللي يبغي هو فاسد، هذه ما فيهاش نقاش. ولكن هذا الامر نعتقد لانه لما نجو شرعا ولما نأصلوا المساله نقولوا انه القضاء يخطئ في البراءة على أن لا يخطئ في الإدانة، وبالتالي احنا ماذا بينا هذه المادة مادام حسينا باللي راه كاين إصرار من الحكومة أنها تبقيها لأسبابها، على الأقل نضبطوها. ولكن تبقى شبهة دائمة تقصي كاع الجميع، وممكن وأكيد وغلطنا في حق البعض، هذا الذي نلتمس من الحكومة سيد وزير الداخلية على الأقل.
Très bien. Aïssa Rahman, il y a eu quand même des contestations sur l'ambiguïté de l'article 200 de la loi électorale. Pourquoi, en fait, selon vous, n'a pas été modifié alors que la loi elle-même a été modifiée depuis 2021, c'est-à-dire la dernière loi électorale, et il y a eu des modifications dessus, mais l'article 200 qui a existé déjà en 2021 n'a pas été touché, selon vous, pourquoi? Ben, je pense qu'avant d'essayer de répondre à la question sur le casier judiciaire, Mohamed Diwanouane avait évoqué la non-présence du casier judiciaire. Ça peut apparaître pour quelqu'un comme un document de plus qui est vraiment très technique, mais l'autorité en elle-même et les services de sécurité, et souvent dans les élections précédentes, ils demandaient aux candidats le casier judiciaire, le B3, le numéro 3. C'est celui que les citoyens arrivent à avoir dans les différents guichets au niveau des palais de justice, mais aussi à travers des applications sur Pour ceux qui Internet. nous regardent, c'est quoi un casier judiciaire B3? Un B3, c'est le casier judiciaire où tu te présentes devant un tribunal, tu demandes un casier judiciaire pour compléter un dossier de travail, pour être candidat, être éligible à une élection, pour voilà, à l'occasion d'un dossier administratif. Mais il y a le B2, et le B2, c'est ce casier judiciaire où l'administration centrale, le ministère de l'Intérieur ou la Direction générale de la Sûreté nationale ont accès sur les amendes, sur enfin, même le comportement d'un citoyen. Donc à chaque fois, s'il y avait ce piège de casier judiciaire, ils vont compliquer encore davantage la procédure. Parce qu'il y a des procédures de réhabilitation. Si j'ai une amende de 3000 dinars, si je n'ai pas acheté ma vignette auto et que c'est inscrit dans le B2, c'est un jugement par contumace, par défaut, je peux faire une procédure de réhabilitation, cette procédure qui va me prendre dans les 6 mois. Et ça m'élimine directement de la compétition électorale. Donc ils ne veulent pas rajouter, ils ont assez d'outils, assez de mécanismes pour procéder à ce filtrage. Deuxièmement, dans les déclarations du député qu'on vient d'entendre, il y a quelque chose de très dangereux, Adel. C'est quoi? Les déclarations du député, celui qui vient de la vidéo qu'on vient de voir, en disant que tous les Algériens, attention, tous les Algériens ont quelque chose à se reprocher. Et tous les candidats ont quelque chose à se reprocher. Est-ce que le régime imagine la situation avec ces élections d'argent sale ou de mauvaise fréquentation, enfin tous les arguments évoqués surtout à l'occasion de l'application de l'article 200, qu'ils sont en train davantage d'éloigner le citoyen des institutions, en mettant dans le même panier et en considérant tous les Algériens comme des citoyens voleurs, comme des citoyens éligibles, comme des citoyens qui ne peuvent pas exercer leurs droits civiques et politiques, comme des citoyens qui ne peuvent pas exercer la citoyenneté en fin de compte. Pourquoi? Parce que l'argent sale, mauvaise fréquentation, atteinte à l'unité nationale, et les arguments, ils sont très élastiques par rapport à ça. Donc le fait de diaboliser les candidatures, le fait de diaboliser les candidats, c'est la diabolisation de la politique. Et quand on diabolise la politique, c'est la diabolisation de l'action citoyenne, de la vie sociétale, du vivre ensemble. Pour répondre à ta question, effectivement, l'article 200, moi je le compare à l'article 39 de la loi 06-12, pour faire le parallèle. La loi sur les associations. La loi sur les associations. L'article 39 de la loi 06, qui est une loi organique aussi, 06-12 sur les associations, dispose est dissoute toute association qui s'ingère dans les affaires internes de l'État. Et cet article a été est passé dans l'APN en 2012. Souvenez-vous, après les printemps arabes, après les consultations qu'Abdelaziz Bouteflika, à travers Ben Salah, qu'il avait menées avec les associations, les partis politiques, les syndicats, les organisations, etc., ça a débouché sur cette loi. Nous avons dénoncé à l'époque cet article 39 qui était très dangereux. Et ce même article de la loi 06-12 qui était appliqué contre la Ligue, le Rassemblement Action Jeunesse et d'autres associations en 2021. Donc, le fait qu'il existe, ça n'a pas attiré l'attention de la classe politique. Peut-être, ils étaient occupés par autre chose. Peut-être,
Ils n'étaient pas très pertinents dans le travail de recherche, dans la veille juridique, qui est très importante pour la classe politique. Parce qu'imaginez, Adel, un parti politique qui présente des candidatures, au-delà des parrainages. Les parrainages, c'est un contact avec la société, avec les populations. Un parti politique qui présente des candidatures pour un candidat qui est résident en France, qui a sa carte consulaire en France, qui a sa carte de vote en France, et il atterrit pour être candidat à Tizi Ouzou, automatiquement, l'ANI va refuser sa candidature et son dossier. Ce n'est pas normal. Où il n'y a aucune veille juridique qui se fait. Non seulement la veille juridique, mais ce travail de construction d'argumentaire juridique et politique à la fois. Khalilah de côté. Il y a quand même des partis qui se sont exprimés là-dessus, Aïssa. Mais ça, c'est peut-être le travail n'était pas... en aval. Ouais. C'est en aval. Peut-être le travail n'était pas suffisant. Un parti politique doit avoir l'anticipation politique comme boussole qui guide son fonctionnement. Et l'anticipation politique, ce n'est pas seulement pour les partis politiques, c'est pour les associations, les syndicats. Quand tu as en face de toi un régime sournois qui piège la société, qui piège les partis politiques, un régime qui joue contre toi, il ne joue pas avec toi. Il est de ton devoir en tant que cadre politique, cadre associatif, avocat, etc., d'avoir cet esprit d'anticipation dans le choix de tes stratégies. Merci Aïssa. Mohamedi Ouennouran, on a vu en fait une mobilisation sans précédent des partis, des indépendants pour cette élection législative. Vous-même, vous avez en fait tenté cette aventure, j'allais dire, parlementaire. Et sachant que cet article, justement, qu'on blâme aujourd'hui, que les partis politiques blâment aujourd'hui, l'article 200 de la loi électorale a existé en 2021. Est-ce que, justement, il n'y aurait pas une crainte, en fait, chez les autorités algériennes, chez le régime algérien, comme on dit, de voir peupler, en fait, l'Assemblée par des personnalités, des politiques, des journalistes connus pour leur bon sens? Mohamed. C'est sûr. Le régime aujourd'hui, qui en a beaucoup, ils savent pertinemment que s'ils laissent la moindre brèche, ça sera les opposants, qui vont remplir l'Assemblée. Maintenant, c'est visible depuis 2019. Les partis qui continuent, qui ont toujours constitué la majorité parlementaire, le FLN et le RND, n'arrivent plus à mobiliser aujourd'hui. Ça, c'est une avancée déjà dans le paysage politique algérien. La deuxième avancée, parce que moi j'essaie toujours de positiver les choses, c'est que ce qui s'est passé cette fois-ci avec le rejet massif des candidatures, ça remet en cause un petit peu aussi l'attitude des partis d'opposition. Il ne suffit plus aujourd'hui de se donner le titre de parti d'opposition. Les partis doivent se structurer. Je prends l'exemple du FFS et du RCD, par exemple. Ce sont des partis qui alternent le boycott et la participation. C'est-à-dire, ce sont deux partis qui n'ont jamais enchaîné deux participations de suite aux élections. À chaque fois, ils participent à une élection et ils boycottent une autre élection. Ce sont des partis, ça fait 30 ans, 40 ans d'existence presque, ils ne se sont jamais préparés réellement à gagner une élection. Donc, il est temps, je pense, et ça l'a si bien dit, il n'y avait pas une veille juridique. Ce n'est pas que la veille juridique qui manque à ces partis, il y a un manque de structure terrible. Parce que ce sont des partis, d'abord, ces dernières années, ils se sont occupés de régler les luttes internes. De deux, leur absence des institutions, le boycott des dernières élections a fait que le pouvoir a isolé ces partis médiatiquement, les a isolés sur le plan administratif, sur tous les Justement, est-ce que c'est pas... J'ai vu comment les administrations réagissent quand on se présente comme RCD. C'est pratiquement, quand tu leur dis RCD, ils sont choqués.
tu sens comme s'il y a une méfiance à Djeb. Mohamed, Oui. est-ce que justement Oui. ce n'est pas la répression, ce n'est pas cette chape de plomb qui s'est abattue sur les militants, sur les partis politiques, qui a fait que ces partis se sont affaiblis? Lorsqu'on voit que le PST a été suspendu, le MDS a été suspendu, leurs locaux sont sous scellés, leurs dirigeants sont poursuivis en justice, est-ce que ce n'est pas un peu Tout ça oui, qui a tout ça, affaibli les Adel. partis politiques? C'est tout ça. C'est tout ça, oui, Adel. Mais est-ce Donc, que ces partis-là, selon vous, la le responsabilité elle est partagée? Oui, mais est-ce que ces partis-là ont pris leur devant? C'est-à-dire, moi, quand je boycotte, il faut qu'il y ait un objectif. Il faut que j'ai un objectif. Si je boycotte cette année, cette échéance électorale, ce n'est pas pour participer à l'échéance prochaine. Si je boycotte, c'est parce que j'ai le rapport de force pour pouvoir renverser la situation, imposer une situation de politique nouvelle, une transition, je ne sais pas quoi. Mais boycotter pour attendre ensuite, pour subir la répression et aller participer à la prochaine élection en position de faiblesse, c'est ça l'échec répété de ces partis politiques d'opposition durant toutes ces décennies. Donc, je parle surtout des partis d'opposition, je ne parle pas des partis du pouvoir, parce que les partis du pouvoir, je le dis, ils n'existent plus sur le plan, ils n'ont plus d'ancrage social, ils ont perdu leur ancrage. Il ne reste que la clientèle acquise encore au régime. Peut-être j'irai plus loin. Il ne reste que les services de sécurité qui arrivent encore à organiser des élections, qui arrivent à organiser des collectes, soit de parrainage, soit des campagnes électorales, soit remplir les salles pour les meetings, etc. C'est tout. Et on fait passer l'élection avec un taux de participation qu'on connaît, très faible. Donc, ces partis n'existent plus. Et le régime, le pouvoir, le sait très bien. Il sait bien qu'il n'a plus de parti avec qui il peut faire face à l'opposition. Mais l'opposition, malheureusement, n'est pas prête pour imposer un rapport de force. Pourquoi? C'est à cause de ces problèmes structurels. C'est-à-dire, moi, je boycotte l'élection, mais je ne fais rien soit pour imposer un rapport de force, pour aller vers une transition, soit pour me préparer, je profite de ces 5 ans pour me préparer réellement à une prochaine échéance électorale où je serai prêt et j'aurai l'adhésion populaire. Mais si 5 ans après, on revient à la case départ, faut-il participer ou ne pas participer aux élections? C'est le débat. On s'est piégé dans ce débat depuis 40 ans. À chaque échéance électorale, est-ce que c'est utile ou ce n'est pas utile de participer aux élections? Ça, on va continuer dans cette voie. Durant les 5 ans à venir, en 2031, on va se retrouver dans le même schéma. Je ne sais pas quand est-ce qu'un jour ou l'autre, ensuite, il y aura, parce que cette situation est intenable, un jour ou l'autre, le pays va se retrouver face à une contestation, à une colère sociale que personne ne pourra maîtriser. Très bien. Justement, vous parlez du FFS et du RCD qui risquent justement d'être privés de listes électorales dans leur propre fief en Kabylie. Est-ce que justement cette opération de rejet des listes, et que ce soit pour ces 2 partis ou pour d'autres indépendants, ainsi que d'autres partis aussi, j'imagine le PT, Gilles Jadid, etc., est-ce que ça ne peut pas en fait déboucher sur quelque chose, sur une union, boycotter ces élections et aller dans quelque chose de politique? Je ne pense pas, parce que déjà ces partis sont déjà en campagne, ils sont en phase de préparation de la campagne électorale. On voit bien l'installation. Bon, le RCD a déjà installé ses directions de campagne un peu partout. L'FFS, c'est la même chose. Le PT, Louis Ahnoun, a déjà organisé une conférence de presse pour donner déjà le bilan de sa participation à cette élection. Donc les partis sont déjà dans la campagne électorale. Et puis même si ces 3 ou 4 partis boycottent, ils ne changeront rien. Puisque nous avons eu déjà des élections où tous ces partis n'ont pas participé et le pouvoir l'a passé. Il a passé toutes ces lois pendant 5 ans. Il a légiféré comme il veut. Aucune opposition, aucune veille juridique comme l'a dit Aïssa.
Je pense qu'il est temps de revoir, de s'asseoir, d'ouvrir un grand débat pour revoir de fond en comble la pratique politique en Algérie, que ce soit chez l'opposition ou chez le pouvoir. Bon, à la limite, le pouvoir peut-être, je sais que ça ne les arrange pas la situation actuelle, mais peut-être ils sont à l'aise quand même. Ils ont les services de sécurité, ils continuent d'assurer le minimum et ça marche. Mais l'opposition, les jours qui attendent l'opposition sont vraiment durs. Il faut vraiment un débat sérieux pour tirer les leçons du passé. Merci Mohamed. Reste avec nous. Aïssa, circuler, il n'y a rien à voir pour les partis? J'aimerais pas le dire parce que quand on fait une évaluation, il faut avoir cette capacité pour rebondir. Et cette capacité, parce qu'en fin de compte, les partis, ils ont des structures, ils ont des militants. Et c'est très légitime pour les militants de vouloir accéder à des postes de responsabilité, que ce soit au niveau communal, au niveau des APIOI, même au niveau national, et pourquoi pas prétendre à des postes ministériels dans un pays qui fonctionne normalement. Oui. Mais dans un pays qui ne fonctionne pas normalement tel que le nôtre, le défi, c'est ce qu'a développé Mohamed Diwan, c'est celui-là. Le défi, c'est comment cette classe politique, qui probablement ne partage ni idéologie, ni objectif, ni programme, ni personnel, comment cette classe politique va cohabiter ensemble en face d'un régime autoritaire pour mettre en place des outils, des mécanismes juridiques qui va permettre l'exercice de la vie politique. Je pose la question en même temps. On a vu des expériences par le passé. En 1999, ces candidats se sont retirés de la course présidentielle. Ils ont laissé Bouteflika tout seul. Est-ce que, justement, ce n'est pas aux partis politiques maintenant, dans ce contexte précis, dans cette boucherie en fait de rejet des candidatures, d'unir leurs forces, de capitaliser ces failles du régime et aller vers quelque chose? Parce que, en fait, si on peut dire ça comme ça, le pays ne vit plus politiquement. Ce n'est pas le même contexte et ce n'est pas la même conjoncture, ce n'est pas la même compétition électorale entre 1999 et aujourd'hui. Par contre, la question qui se pose, s'il y aura ce retrait, imaginons qu'il y aura ce retrait de tous les partis qui sont lésés par l'ANI, par l'article 200. Et en face, la société, est-ce qu'elle va suivre ces partis? Est-ce qu'elle va être d'accord avec ces partis? Est-ce que ces partis ont les moyens aussi politiques et militants de prendre en charge en fait un tel projet aussi? C'est ce que suggérait Mohamed Diwan. C'est il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. En fin de compte, pour être un parti qui a un ancrage social dans la population, à part l'esprit tribal, hein, parce qu'il faut dire les choses. En Algérie, il y a deux types de solidarité dans la classe politique, et même dans les corporations, et même dans les élections des comités de village. Les sociologues appellent ça solidarité mécanique et solidarité organique. La solidarité mécanique, c'est cette solidarité qui fait surface d'une manière épidermique pour soutenir son cousin, le candidat du Arch, de la tribu ou de la famille, sans aucune condition politique ou de lecture ou intelligence. Mettre en avant l'intelligence, non. Et la solidarité organique qui appartient à la classe politique, c'est le fait de se solidariser avec son camarade militant dans son parti politique, même s'il a tort. Même s'il a tort. Dans les prises de décision, et ça je parle des chefs, au niveau vertical. Par contre, ce que suggérait Mohamed Diwan, ce travail se fait en amont. Et c'est le moment, effectivement, de songer, de penser aux assises de la classe politique. Réellement, aux assises de la classe politique qui vont reprendre confiance déjà en termes de rapport entre les partis politiques. Parce que chez le régime, tous les partis politiques, chez le régime algérien, kif. Il a besoin ni de députés d'opposition. D'ailleurs, on a vu les deux mandatures passer. Il n'a besoin ni d'opposition, ni même de courtisans.
D'ailleurs, les mêmes courtisans qui ont voté toutes les lois scélérates proposées par l'exécutif se sont fait aujourd'hui éliminer par l'ANI. Donc c'est un régime qui n'a besoin ni de députés, ni de représentants du peuple. Pire encore, il impose les candidats au peuple. Et à travers ces assises que la classe politique doit organiser et puis réfléchir d'une manière sereine, d'une manière responsable surtout, d'une manière responsable. Parce que leur mandat, c'est un mandat qui est délivré par la société, par le peuple, ils sont là pour le peuple. Et à partir de là, ils doivent reprendre déjà confiance entre eux, comme classe politique. On voit les débats quand il s'agit de questions vitales liées à la vie de l'État, de la nation. On parle de, ça c'est juste à côté, en France. On ne voit pas de querelle. Le nouveau Front populaire, c'était une des démonstrations les plus importantes où il fallait faire barrage d'une manière commune, d'une manière civilisée et responsable de la gauche contre l'extrême droite. On n'est pas dans ce genre de débat idéologique en Algérie, mais au contraire, on est dans un débat de survie. C'est plus que ça, un débat de survie. Est-ce que les pratiques du régime actuellement permettent aux partis politiques de survivre? Ça va de leur survie. Mais est-ce qu'on peut justement, dans cette optique, organiser des élections sans ouvrir les espaces médiatiques à l'opposition? À tout le monde, je veux dire. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Ce n'est pas le pouvoir, un pouvoir qui a cette mentalité. Jusque-là, on n'a pas vu des plateaux discuter ou critiquer. Il n'y a pas risque de les voir aussi. Hein. Il n'y a aucun risque de voir ces plateaux. Par contre, comme disait Mouloud Hamarouche, le problème est dans la mentalité du système. C'est dans la mentalité du système. Est-ce qu'on va penser que le pays va recevoir le Magharibiya ou lui offrir un plateau de télévision, des espaces en Algérie? Mais jamais. Est-ce qu'on va imaginer l'ouverture du champ médiatique, le pluralisme politique, le pluralisme syndical, associatif? Mais non, tout ça s'arrache. Tout ça s'arrache. Le Hirak a donné une leçon à la classe politique algérienne, à la société civile, à l'élite populaire, à l'élite organique, aux dirigeants de l'État. Est-ce qu'on s'est saisi de ça? La réponse est non. Donc c'est le moment de se ressaisir, tous ensemble, la classe politique, y compris la société civile, de travailler en profondeur avec responsabilité. Merci Aïssa. Mohamed Ouannouran, toute cette situation, est-ce qu'il n'amplifie pas en fait le boycott des citoyens de cette joute électorale? Ça ne va rien changer, c'est clair. Personnellement, je ne m'attends pas à un résultat meilleur que ceux enregistrés déjà durant toutes les échéances électorales organisées jusqu'ici depuis 2019. Ce sera le même résultat, ce sera un même taux de participation, un même taux d'abstention élevé, avec Balak. Je ne sais pas est-ce qu'il sera gonflé ou pas, mais ça ne sera pas gonflé pour dépasser celui enregistré lors des élections présidentielles, pour que ça reste toujours l'élection législative reste toujours en dessous de la mobilisation pour les présidentielles. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. Cette élection, ça va s'ajouter à tous les rendez-vous électoraux que nous avons ratés depuis l'indépendance à ce jour. C'est fini. On aimerait bien avoir une élection qui sera différente. Malheureusement, ce n'est pas cette fois-ci, ça sera pour la prochaine fois. Nous n'avons pas mis une solution Adel pour régler la situation, le problème de la légitimité politique en Algérie. Il y a deux solutions. Il y a la solution électorale et il y a la violence. Malheureusement, c'est ça, il n'y a pas mille et une solutions. Donc, si on arrive à régler le problème politiquement par voie électorale, ce sera une réussite de tout le monde, ce sera une réussite pour nous tous. Et si nous échouons, la violence, ce n'est jamais trop tard pour qu'il y ait, pour vivre une situation de violence comme celle que nous avons déjà vécue ou auquel nous assistons aujourd'hui dans pas mal de pays. J'espère qu'on n'arrivera pas là, mais ce n'est jamais trop tard pour y arriver si nous continuons à perdre du temps. Très bien. Mais Mohamed, cette situation, elle est quand même inédite. J'allais dire,
De toutes les élections auxquelles nous avons assisté, le régime a toujours fait en sorte que tout le monde y participe. On voit toujours ce besoin, en fait, de voir plus de participation. Est-ce qu'il n'y aurait pas une partie dans le sérail qui n'est pas en train de faire un travail de sape contre ces élections? Est-ce qu'il n'y a pas une partie dans le sérail qui est en train de faire des signaux aux partis politiques, aux militants, à ces indépendants? Bon, ça s'appelle le jargon algérien Tigzan. Je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain. Te dire bien un travail de ça ou pas. Moi, je ne pense pas qu'il y ait, dans l'intérêt du régime aujourd'hui, dans la situation politique actuelle, qu'il y ait une élection où la moindre brèche sera donnée, ou une moindre occasion sera donnée à l'émergence d'une opposition à la PM. Parce que s'ils ouvrent Chouïa, ils seront débordés par des militants de l'opposition. Ils savent bien qu'ils n'ont plus de quoi faire face. Ils avaient la Falan, ils avaient quand même la Falan, elle avait son ancrage, ils avaient quand même pas mal d'outils, même le RND qui est né avec les moustaches, c'est ce qu'on disait toujours, il est né avec les moustaches, mais je me souviens bien des noms des députés du RND de 97. Ce sont des hauts cadres, c'est la crème de la société, hein, c'est pas n'importe qui était élu dans les listes du RND à l'époque. Aujourd'hui, le pouvoir, nous savons bien que le personnel politique du pouvoir n'est plus le même. Ils n'ont plus les compétences qu'ils avaient il y a très longtemps. De plus en plus, c'est le parti des exclus qui est plus puissant, que ce soit socialement ou même sur le plan intellectuel, même au niveau des élites, parce que même chez les élites maintenant, il y a plus d'exclus qu'avant. Boumedienne a su capter toute l'élite qui existait en Algérie après son coup d'État, parce qu'il n'y avait pas beaucoup, bien sûr. Donc, l'élite de la société, les plus instruits de la société, ils ont eu tous ils étaient tous captés parce que l'Algérie avait besoin d'eux à l'époque. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'universités, il y a beaucoup plus de diplômés. Bon, maintenant, ce n'est plus un docteur d'État en Algérie, ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire, ou là un médecin, ou là un avocat. Tout le monde est avocat, tout le monde est médecin, tout le monde est docteur. Ce n'est plus ça qui manque. Et le pouvoir n'arrive plus à trouver n'arrive plus à renouveler son élite. Des gens crédibles, des vraies compétences qui peuvent mener sa politique et défendre sa politique, que ce soit au niveau auprès de l'opinion nationale ou auprès de l'opinion internationale. Très bien. Donc, selon vous, le pouvoir, il veut coudre une assemblée à son goût. Il est en situation de résistance, à mon avis. Ils essayent de tenir point. Je ne vois aucune stratégie dans leur démarche, sauf la résistance. Ils essayent de tenir le coup jusqu'au bout, c'est tout. Et entre-temps, le parti des exclus, comme je l'ai dit, le parti du peuple, il s'élargit de plus en plus. Quand est-ce qu'il pourra s'organiser et de quelle manière il pourra s'organiser, je ne sais pas. Mais il est temps de discuter sérieusement et mettre toutes les cartes sur la table et discuter sans tabou, sans rancune. Tout le monde a failli. Je ne pense pas qu'il y ait un parti ou une personnalité politique qui n'a pas failli. C'est tout le monde qui doit assumer maintenant ses erreurs et tout le monde qui doit accepter de se remettre un petit peu en cause pour avancer.
Merci Mohamed Ouanouran. Reste avec nous. Aïssa Rahman, est-ce que vous partagez l'analyse de Mohamed? C'est-à-dire, le système, il est dans une logique de coudre une assemblée à son goût pour faire passer les lois qu'il veut. Il n'a pas besoin même d'une voix qui va le déranger à l'assemblée. Je pense que Mohamed avait dit que le régime est dans la résistance, Ouais. en excluant effectivement des candidats qui pouvaient Une quand belle même. formule quand même. Voilà. Le régime dans la résistance. Dans la résistance, parce qu'en excluant des candidats potentiellement qui peuvent apporter la contradiction à l'Assemblée nationale, on l'a vu à l'occasion, depuis 97, défiler des députés, que ce soit du FFS, du PT ou du RCD, qui ont quand même assumé le rôle en termes de critique des politiques menées par le gouvernement, par le système en place, et qui donnait de l'espoir. Et à travers ces voix, et à travers ces îlots de représentation à l'Assemblée, ça a quand même donné à l'esprit des jeunes une culture politique. Ça, depuis 97 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc ils ont participé à la vie, à la vie politique et à la conscientisation des citoyens. Aujourd'hui, on voit avec l'exclusion et le filtre qui est exercé sur ces candidats, effectivement, il s'agit d'une opération d'élimination de toute voix qui peut apporter la contradiction à l'Assemblée. Mais justement, ils ne sont pas on peut dire qu'ils ont filtré les militants du Hirak, etc. On a des cas, moi j'ai documenté des cas de citoyens, de candidats qui n'avaient rien à voir en politique. Encore moins dans le Hirak ou dans la contestation politique. À Béjaïa, il y a une fille sur une liste qui n'a jamais mis les pieds dans une association ou dans un parti politique. Il a été simplement, sa candidature a été simplement rejetée par l'ANI. Ce qui rend les choses Et plus graves. le rejet de l'ANI a été confirmé par la Cour administrative, Le tribunal le administratif. tribunal C'est administratif ce qui de rend Béjaïa. les choses plus graves à ce stade. Quand tu C'est interdis... c'est ce que les gens aujourd'hui, ceux qui nous regardent aujourd'hui, veulent comprendre. C'est-à-dire que ça n'a pas touché que de l'opposition, que des militants connus, Non, mais etc. C'est une opération massive, c'est une opération générale. Il touche des Adel, militants à Béjaïa, il touche des militants à Ouargla, à Tamanras, à Constantine, à Annaba. C'est tout le monde qui est touché par cette opération. D'où ma question, est-ce qu'il n'y a pas une partie dans le régime qui veut saper ces élections? Ça- C'est une idée, on n'a jamais vu ça, Aïssa. Je ne peux pas rentrer dans la fiction politique. C'est pas de que- l'affection, mais de mais l'analyse. ça, Adel, quand on n'a pas une société civile qui va documenter ces cas, quand les partis politiques et même les indépendants, Et quand la presse aussi ne peut pas rendre compte. c'est la société civile, y compris la presse, et quand les partis politiques n'ont pas de groupe d'avocats qui vont saisir et les tribunaux administratifs, et pire, et plus que ça, le travail des renseignements généraux. Sur quelle base tu écartes une jeune fille de Béjaïa qui n'a jamais Mis les pieds dans une association, n'a jamais dans adhéré à un parti politique. Quoique c'est grave, pour être député, il faut passer par une association et un parti politique. Quoique c'est Tout à grave. fait. L'instance de l'APN ne doit pas être une chambre d'enregistrement, ni encore moins une chambre d'enrichissement. Mais c'est un échantillon révélateur de cette boucherie. Mais la boucherie, elle se situe chez les services de sécurité. Et quand on trouve un tribunal administratif devant lequel tu présentes tous les documents prouvant ta probité intellectuelle, politique, morale, ton intégrité, et le tribunal appuie une décision de l'ANI, cette dernière, l'ANI, qui travaille à la base de documents d'enquête de BRQ, de bulletins quotidiens de renseignement, ça se fait, mais là, il s'agit de personnes, c'est très grave. Et du coup, c'est pour cela, je suis d'accord avec ce que disait Mohamed, que le régime est dans la résistance, d'une part, mais aussi, moi,
je pense qu'ils ont besoin aussi d'une assemblée qui va amender la Constitution Pour pour libérer sauter le verrou des mandats? sauter le verrou des mandats. Et Ah. c'est aussi de la politique fiction, mais qui tient sa route avec ce genre de procédé. Merci Aïssa. Mohamed Ewan Nouran, un dernier mot. Nous arrivons à la fin de cette émission. En Pour moins d'une minute. pour la révision de la Constitution, en vue d'un troisième mandat, ou je ne sais pas, ce n'est pas l'Assemblée qui va le décider, quelle que soit sa composante. Et puis, même dans n'importe quelle, même s'il y a une ouverture, s'il y a une Assemblée crédible, je ne sais pas quoi, je ne pense pas que ça va empêcher on aura une majorité parlementaire qui puisse empêcher une ouverture s'il y a une ouverture en vue. L'histoire de l'ouverture des mandats, on sait bien que ça dépend de quoi ça dépend. Et puis cette fois-ci, il y a encore une autre difficulté, parce que l'article qui limite les mandats est très barricadé. Si tu lis bien la Constitution, tu vas voir qu'il est bien barricadé. C'est pas facile de le toucher. Donc pour le toucher, il faut vraiment une situation d'exception. Il faut un soulèvement populaire, je ne sais pas, il faut des millions d'Algériens. Comme le Hirak de 2019, il faut un nouveau Hirak, comme celui de 2019, qui va demander Le troisième mandat. Pour pouvoir, hein? Qui va demander le troisième mandat. Voilà, qui va demander la révision de la Constitution. Sinon, je vois mal comment ils pourront toucher à cet article qui est là, qui est très très bien barricadé. Il faut le relire, et toutes les brèches qui existaient dans la Constitution de 2016, de l'ancienne Constitution, cette fois-ci, ont été comblées. Merci Mohamed, merci d'avoir été avec nous. Aïssa Rahmoun, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.